Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 19 novembre 2022 et je continue mes digressions, voilà, mes réflexions à partir de cet ouvrage Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Bon, c'est pas des réflexions philosophiques au sens classique du terme, c'est une sorte de combat à, contre l'absurde qui est proposé comme une sorte de façon de vivre, un absurde mis devant les yeux, hein, pas vécu au niveau du corps, mais mis devant les yeux, donc un absurde, une façon de penser le monde absurde de façon intellectuelle, on va dire, philosophique, et qui permettrait d'atteindre, d'accéder à une liberté, une sorte de liberté absolue. Alors, en fait, ça s'oppose à la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et pour lequel l'humanité est orientée dans un sens, elle évolue dans un sens, elle a une destinée, et cette destinée est son apothéose, en somme, ça, elle va vers son ultime perfection, parce qu'elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle aura, c'est le moteur de l'évolution, ça permet de travailler cette perfectibilité, permet l'évolution de l'humanité, et cette orientation finira par atteindre son ultime perfection, où on n'aura plus rien à faire, en fait, le monde sera accompli, et il restera à l'homme de vivre dans la contemplation, dans la, dans l'éveil, dans la sagesse, le samadhi, l'état d'extase, voilà, facile, c'est cet état subliminal qu'inconsciemment on recherche sans le savoir, en somme. On le recherche à travers tout un tas d'indices qui peuvent nous permettre de voir qu'on le recherche. On le recherche à travers la sexualité, on le recherche à travers les drogues, on le recherche à travers l'alcool, on le recherche à travers l'épuisement, à travers le pouvoir, à travers la quête de pouvoir, jusqu'au moment où on est suffisamment rassasié, où on est dans un état béat, de contemplation, on le recherche dans la course à pied, on le recherche, voilà. On recherche finalement cet état-là, intuitivement. Et l'humanité, c'est la somme de toutes les intuitions humaines. C'est la somme de tous les hommes. Donc, si tous les hommes cherchent le bonheur, l'humanité, globalement, cherche le bonheur et travaille à ça. Voilà ce que je veux dire. Donc, il y a du sens. Et en somme, je suis donc en combat avec cette proposition d'Albert Camus, que je respecte tout à fait, et donc, et, euh, et même l'idée, hein, je ne suis pas allé au bout de cette réflexion. Pour l'instant, je suis dans la thèse. Il y a l'antithèse peut-être qui pourra venir, je ne sais pas, j'y réfléchirai, savoir si effectivement il peut avoir raison, et puis après la synthèse, ça serait le plus logique. Donc l'homme absurde, c'est le chapitre, je ne sais pas combien, mais c'est en page 94. Je commence à lire et je commente si j'en ai envie. Mon chant, dit Goethe, c'est le temps. Voilà bien la parole absurde. Qu'est-ce en effet que l'homme absurde? Celui qui, sans le nier, ne fait rien pour l'éternel. Donc il ne nie pas qu'il y ait de l'éternel à la limite, mais il n'agirait pas pour l'éternel. Et là, à mon sens, c'est une vision, encore une fois, égocentrique, qui ne place pas son existence au sein du parcours de l'humanité. Parce que s'il le voit à ce niveau-là, il se rend compte que tout ce qu'il fait, c'est pour
au moins l'éternité de l'humanité. C'est tout ce qu'il fait revient dans le patrimoine de l'évolution de l'humanité. Donc ça sert à l'évolution de l'humanité. Après, moi je pense que l'humanité appartient à l'Éternel. Donc donc au final l'humanité travaille pour l'Éternel et donc le travail individuel de Camus et des autres et de n'importe qui, de tout être humain, revient à travailler pour l'éternité. Mais si on cherche à avoir la liberté absolue, donc travailler pour soi, ne pas s'intéresser au temps, au futur, etc., alors à ce moment-là, si on est dans un égoïsme absolu, on accède à la liberté. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je conteste cette vision, mais pourquoi pas? Donc je continue. Non que la nostalgie lui soit étrangère, mais il lui préfère son courage et son raisonnement. Le premier lui apprend à vivre sans appel et se suffire de ce qu'il a. Le second l'instruit de ses limites. Alors, le premier, c'est le chant, lui apprend à vivre sans appel. Non, peut-être pas. Bon, bref, je continue alors. Assuré de sa liberté à terme, de sa révolte sans avenir et de sa conscience périssable, il poursuit son aventure dans le temps de sa vie. Là est son chant, là son action qu'il soustrait à tout jugement, hormis le sien. Alors, encore une fois, bon, vivre comme ça, en dehors de tout jugement, hormis le sien, c'est valable si on est, si notre éthique correspond à l'éthique de l'humanité, à l'éthique dont parle l'humanité, parce que sinon, non seulement si on agit sans jugement, dans un jugement qui serait contraire à celui que préconise l'humanité, soit on tombe sous le coup de la loi, soit on tombe sous le coup d'être conspué par nos semblables, d'être critiqué, d'être haï, d'être abhorré, etc., etc. Donc, il faut que notre conscience, que notre éthique, que notre capacité de jugement soit en parfaite cohérence avec les valeurs de l'humanité pour vivre sous cette forme-là, pour être tout à fait libre et obéir à ces jugements qui seraient cohérents avec les autres. Autrement dit, il faut avoir assimilé toute la philosophie de l'humanité, la philosophie, la morale, l'éthique de l'humanité. Voilà, l'éthique universelle, en somme, la morale universelle de l'humanité. Alors à ce moment-là, oui, ça peut fonctionner, mais ça veut dire que, sans le savoir, on n'a pas été tout-puissant, on a dû être enseigné par l'évolution de l'humanité, par l'humanité. Donc, en définitive, on est le fils de cette humanité. Qu'on veuille ensuite s'en libérer pour devenir tout-puissant, pourquoi pas? Mais c'est ingrat, en somme, hein, c'est égoïste. C'est-à-dire que l'humanité nous a formé une éthique, une morale qui décline des Grecs, des grandes religions, qui décline des lois, des premières lois abrahamiques, etc., etc., qui décline bien avant encore de nos ancêtres qui avaient posé les tabous, les trucs. Donc, tout ça, c'est
On ne peut pas être le tout-puissant de soi-même en réalité. Et si on ne reconnaît pas l'apport de l'humanité, parce qu'on ne veut pas lui donner du sens, c'est compliqué à ce moment-là. Je continue. Une plus grande vie ne veut, donc là est son champ, là son action qu'il soustrait à tout jugement, hormis le sien. Une plus grande vie ne peut signifier pour lui une autre vie. Donc pour l'absurde, ce qu'il veut, c'est une plus grande vie. Une vie plus dense, plus intense, plus jouissive, plus combative, etc., etc. Donc, ce serait déshonnête. Je ne parle même pas ici de cette éternité dérisoire qu'on appelle postérité. Et pourtant, alors il dit Madame Roland s'en remettait à elle. Donc, pour lui, cette éternité est dérisoire. Donc, travailler pour l'éternité. Donc, en somme, si on utilise vraiment cet absurde, si on pose le monde est absurde, j'agis dans ce monde pour y jouir, pour les satisfactions, pour mon bonheur personnel, mais tout ce qui en résulte, par exemple l'idée d'éternité, l'idée d'honneur, etc., c'est quelque chose que je refuse, puisque je ne donne pas du sens à cette humanité. Il écrit cet ouvrage dans les années 40-42, mais en 57, je ne sais plus quand, il accepte son prix Nobel de littérature. Donc, s'il était clairement sûr que l'absurde est le fondement de l'humanité, à la limite, qu'ils disent, bon, l'action que je mène pour l'humanité est importante, voilà, ce que j'ai à dire, c'est important, mais le prix, je m'en fiche. Donc, j'accepte d'avoir de recevoir l'idée de recevoir ce prix pour pouvoir aller parler à la tribune du prix Nobel, pour pouvoir mettre sous l'éclairage l'instituteur qui a été fondamental pour moi, dans cette chose qui était une chose superbe, magnifique en somme, d'aller remercier son instituteur, etc. Donc je vais faire toute cette chose-là, je vais faire profiter de ça pour faire évoluer mon point de vue, mais le prix, pour moi, c'est absurde. Donc, je refuse le prix. Je ne prends pas le prix. J'accepte d'amener mon travail, mais je refuse le prix. Donc, est-ce qu'il était encore lié, 10 ans après, donc, Albert Camus, à cette vision de l'absurde? Est-ce que l'absurde était encore sa voie? Et si oui, donc, il me semble qu'il y a une sorte d'incohérence dans cette posture. Mais c'est un point de vue, simplement. Donc, Madame Roland s'en remettait à elle, donc à l'éternité, la postérité. Donc, en fait, le fait de perdurer dans le temps. Mais tout ce qu'il fait, au final, montre qu'il a de l'appétit pour la postérité, en réalité. Je continue. Cette imprudence a reçu sa leçon. La postérité cite volontiers ce mot, mais oublie d'en juger. Madame Roland est indifférente à la postérité. Il ne peut être question de disserter sur la morale. J'ai vu des gens agir avec beaucoup de morale
et je constate tous les jours que l'honnêteté n'a pas besoin de règles. Mais c'est là où c'est encore incohérent. Parce que ces règles, c'est l'honnêteté, elle est construite par des règles. Elle est construite par tout un enseignement qui va de l'enfance, justement, ce qu'il a reçu avec son professeur, M. Grenier, qui a dû lui inculquer de la morale, de l'éthique, quelque chose d'intense. Son père, le peu qu'il en a connu, je ne sais pas s'il l'a connu, sa mère, etc., ses amis, voilà, donc ce tissu social qui va construire en fait cette honnêteté, cette morale. Bien sûr qu'elle a besoin de règles. Elle n'est pas possible en dehors de l'humanité. Donc, c'est bien l'humanité qui construit cette chose. Je continue. Il n'est qu'une morale que l'homme absurde puisse admettre, celle qui ne se sépare pas de Dieu, celle qui se dicte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il veut dire par là? Il n'est qu'une morale que l'homme absurde puisse admettre, celle qui ne se sépare pas de Dieu, celle qui se dicte. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre là. Mais il vit justement hors de ce Dieu. Ah voilà, c'est ça. Donc, il vit, c'est celle de Dieu, mais il vit hors de ce Dieu. Quant aux autres morales, j'entends aussi l'immoralisme. L'homme absurde n'y voit que des justifications, et il n'a rien à justifier. Je pars ici du principe de son ignorance. Et là, il y a une clairvoyance extraordinaire. Parce que c'est clair que l'immoralisme, en fait, le fait de ne pas se comporter selon la morale universelle de l'humanité, c'est une justification, et de préconiser en plus l'immoralisme, en fait. C'est une justification pour son propre comportement. C'est valable que pour ceux qui veulent s'écarter de cette morale, de cette éthique humaine, de ces valeurs humaines, des valeurs humaines. Si on veut vivre hors de ces valeurs humaines, hors de cette éthique, donc épuiser toute sa liberté, même aux dépens des autres, d'une certaine façon, parce que c'est quasiment impossible d'épuiser sa liberté sans que ce soit aux dépens des autres, au final, quand on y réfléchit. Un peu plus loin, d'ailleurs, il y a, dans L'homme absurde, il y a Don Juan. Et Don Juan démontre en définitive que c'est au détriment des autres. Et il n'y pense pas aux autres, en réalité. Il ne pense pas aux femmes qu'il séduit et qu'il ne s'arrête pas avec elles. Voilà. Il n'y a pas de critique de ce mécanisme. C'est la vie, c'est comme ça. Le donjuanisme, ça fait partie de l'existence. Il y a des gens, mais il est légitime que certains puissent le contester, surtout ceux qui en souffrent, par exemple. Voilà. Donc, bon, je continue. Je pars ici du principe de son innocence. Cette innocence est redoutable. Tout est permis, s'écrie Ivan Karamazov. Voilà sur quoi, évidemment, l'absurde conduit à ça. Tout est permis. Cela aussi sans son absurde. C'est ce qu'il dit, Albert Camus. Mais à condition de ne pas l'entendre vulgairement. Alors, qu'est-ce que c'est que tout est permis vulgairement? Je ne sais si on l'a bien remarqué. Il ne s'agit pas d'un cri de délivrance et de joie, mais d'une constatation amère. La certitude d'un Dieu qui donnerait son sens à la vie surpasse de beaucoup en attrait le pouvoir impuni de mal faire. Bien sûr que dans ce cas-là, évidemment que ça surpasse de beaucoup en attrait le pouvoir impuni de mal faire. Pour la plupart, hein, parce que certains acceptent de
de penser que tout est permis et d'agir comme tout est permis. Voilà, le psychopathe criminel pourrait penser comme ça et pense comme ça. Mais voilà, il est marginal dans l'histoire de l'humanité, dans l'humanité. Il est important autant que les autres d'ailleurs. C'est ce que je dis sur la mécanique universelle. Malheureusement, c'est comme ça. On se construit avec. Il apporte, il travaille l'humanité de la même manière que celui qui écrit sur son parcours criminel, voilà, ou que celui qui le juge, ou que celui qui va faire évoluer la loi ou la société pour, pour se préserver de ces choses-là. Voilà. Il y a une sorte de fatalité, malheureusement, qui est constructrice dans cette chose. Donc, le choix ne serait pas difficile, mais il n'y a pas de choix et l'amertume commence alors. L'absurde ne délivre pas, il lie. Il n'autorise pas tous les actes. Voilà, il lie à une sorte de morale l'absurde. Donc il lie à quelque chose qui dit je ne peux pas, c'est pas parce que le monde est absurde que je peux me comporter n'importe comment, que je peux abuser des autres pour mon plaisir, parce que je veux satisfaire ma liberté, je veux épanouir totalement ma liberté. Je ne peux pas le faire. Et tout ça, c'est quelque chose qui sort de l'absurde, qui sort l'esprit de l'absurde, parce qu'en réalité, c'est les règles de la société. Donc c'est une société qui n'est pas absurde, qui a du sens, qui donne le sens, qui donne du sens. Donc on n'est pas dans cet absurde-là. Donc je continue. Il n'autorise pas tous les actes. Tout est permis ne signifie pas que rien n'est défendu. Mais ce qui est défendu, c'est la société qui l'a construit. C'est l'aventure humaine, c'est l'évolution de l'humanité qui a construit tout ça. Donc le sens de l'humanité, l'orientation de l'humanité. Donc c'est pas absurde. L'absurde rend seulement leur équivalent aux conséquences de ses actes. Il ne recommande pas le crime, ce serait puéril, mais il restitue au remords son inutilité. Et là, le remords, c'est un mécanisme inouï, absolument génial de l'humanité, qui permet à l'homme, justement, de travailler sur son propre comportement, de pouvoir passer sur la demande d'excuses, de pouvoir restaurer la victime, de pouvoir, etc. Le remords est fondamental. C'est ça qui est incroyable. Et qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'étranger, justement, puisque ça fait partie d'un cycle, le mythe de Sisyphe, avec l'étranger, je crois, avec un autre ouvrage sur l'absurde. Qu'est-ce qui fait que cet être humain ébloui par le soleil, qui est complètement plongé dans l'absurde, en somme, va tuer cet arabe qui au fond, voilà, ça pouvait être évité complètement, et dont il n'aurait finalement pas de remords. Il me semble, il faut que je relise ça. Est-ce qu'il y a une pensée pour cet être humain qui est mort? C'est déjà le début d'ailleurs, à mon sens, et là, tiens, ça va me permettre de dériver sur quelque chose de plus important que j'aimerais bien développer. Est-ce que c'est pas le début, en somme, de la sortie de l'humanité de l'empathie, de sa capacité à l'empathie? Bon, on peut dire que à ce moment-là, je parle de l'époque, de la période, les années 40, là, c'était le manque d'empathie qui permet aux nazis de faire ce qu'ils font. C'est un manque d'empathie qui permet 20 ans avant des généraux, des chefs de guerre, d'envoyer des gens
au casse-pipe dans les tranchées de 14-18, etc. Il y a quelque chose de cet ordre du manque d'empathie. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui donc tue son semblable, qui n'a pas une pensée dans cet ouvrage pour sa famille, qui vient voilà, qui que ce soit, c'est un être humain, donc il y a des gens qui vont le pleurer, il y a des gens pour qui il va manquer, il y a des gens qui vont être tristes de sa mort. Cette mort, elle est pas, ça peut pas être une mort comme ça. Je lui tire 4 balles de revolver et puis je comprends pas ce que j'ai fait, je suis jugé, je comprends pas ce qu'on me dit, etc. Qu'est-ce que c'est que cette existence comme ça de choses? Et là, on se retrouve avec ce vers quoi a dérivé la société humaine, et essentiellement d'ailleurs, ou avec beaucoup plus de brutalité, le monde du néolibéralisme. À partir du néolibéralisme, un peu avant, hein, la violence dans le cinéma a commencé à arriver. Encore dans les films des années 60, 70, on ne voyait pas les morts, on essayait, il n'y avait pas trop cette chose-là, il n'y avait pas trop la torture, on n'était pas dans des films qui montraient la cruauté, la torture, cette insensibilité, cette capacité à tuer sans sourciller, quoi, sans se poser la question de la vie qui vient d'être enlevée. Et donc, la capacité, à partir de ce néolibéralisme-là, les films sont rentrés dans une torpeur, les films américains, la plupart. Et malheureusement, ils ont répandu cette vision insensible à l'ensemble du cinéma. On peut le retrouver dans les films russes, dans les films, peut-être, je ne sais pas comment est le cinéma chinois, mais on le retrouve dans certains films euh, européens, français, etc. Euh, dans des trucs comme Plus belle la vie, à des moments, je ne l'ai pas regardé souvent, mais de temps en temps, j'ai regardé ça et j'ai vu qu'il y avait des trucs de torture, quoi. Des gens qui étaient des tortionnaires, qui prenaient quelqu'un, qui le torturaient, enfin. Mais on était rentré, et sans analyse, quoi. Et dans ces films qui ont commencé à arriver, là, les films, bon, je pense à par exemple les films de Tarantino, mais avant, les films avec les Stallone, les Schwarzenegger, où le mec il arrive avec une sorte de mitraillette, il tire dans le tas, il y a 50, 100 personnes qui meurent. Et ce film montre que le type continue à avancer, il s'en fout, quoi. Comme si ces hommes, voilà, 50 personnes sont à terre, sont morts, personne ne se penche sur eux, personne, comme s'ils n'étaient pas des humains, comme s'ils n'avaient pas de famille, comme si personne allait les pleurer, comme si personne allait réclamer le corps, allait faire un deuil, allait l'enterrer, etc. Donc ce mécanisme-là est un mécanisme de désempathie, de capacité à amener l'homme à être dans cette froideur. Alors si naturellement il a déjà la base narcissique, psychopathique, qui est capable de ne pas avoir de sentiments, et qu'il voit ce genre de choses, donc pour lui, la vie humaine n'a aucun sens, quoi, n'a pas de sens. Donc évidemment, on peut abuser de l'autre, même s'il hurle, même s'il crie, même s'il demande pitié, même si il y a rien à faire. Donc comment on a laissé ces choses-là, comment on a laissé des films comme voilà de ce Tarantino qui
où on voit quelqu'un qui torture quelqu'un dans une cave comme ça, là, avec une boule dans la bouche, enfin, des trucs comme ça. Il y en a à profusion dans les médias. Et ils nous font penser, ils nous font croire que c'est anodin, que c'est pas que c'est pas que ça influence pas la société. Et c'est comme pour aller sur un autre truc. Tout à l'heure, il y avait un truc à la télévision. C'était une émission qui s'appelle Face à l'info, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y avait trois personnages. Il y avait un chroniqueur, il y avait un chroniqueur, un éditorialiste et donc voilà, quelqu'un qui s'intéresse où est-ce que je l'ai noté? Je l'ai noté. Bon, bref, voilà, un politologue, un directeur de l'inspiration politique. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Et un animateur. Bon, bref, je m'exprime très mal, je suis désolé, mais c'est le fond qui est essentiel dans les choses. Et, voilà, si je pouvais ne pas exister par rapport à ce qui est dit, là, ça m'intéresserait parce que je sais, j'ai pas. C'est laborieux à entendre et c'est dommage. Bon, bref. Donc, trois personnes, et je les écoute, et ça m'a sauté aux yeux. Comment se fait-il que dans ces émissions-là, c'est sur CNews, c'est voilà, toutes ces émissions-là, CNews, BFM, LCI, etc., TF1, machin, toutes ces émissions privées, parlent effectivement des problèmes sociaux, des problèmes de la société. Là, il parlait de la pauvreté, que le Secours catholique disait que de plus en plus de gens venaient avec, et il leur restait 5 euros pour vivre, quoi. Ils vivaient avec un minimum avec rien, quoi, avec la crise actuelle, etc. Mais ça dure depuis 40 ans que le néolibéralisme est arrivé. C'est accentué maintenant, mais il y a des gens qui souffrent depuis 40 ans. Et donc ces émissions sont là depuis 40 ans. Ils en parlent, ils parlent de la pauvreté, ils parlent des écarts de salaire, ils parlent. Et pourquoi ça n'a pas fait infléchir l'humanité? Et j'ai compris pourquoi en réalité. Je pense avoir compris pourquoi. Parce qu'en définitive, ces trois personnages-là, il leur manque quelqu'un. Il manque celui qui souffre de ça. Il manque la personne qui vit avec ses 5 euros et qui est obligée d'aller mendier et pas aller choisir quelqu'un qui ne sait pas parler, qui n'arrive pas à exprimer son truc, mais aller choisir dans le peuple celui que ça touche. Voilà, si lui, il est présent, il amène l'empathie. Ces trois personnages-là qui étaient là, le chroniqueur, le politologue, voilà, l'animateur, même s'il y a de l'empathie dans un certain... On ne peut pas l'apercevoir. C'est théorique tout ça, c'est superficiel. Ils discutent, voilà, il y en avait un qui était dans l'empathie, plus ou moins, qui, oui, c'est injuste, et il essayait de défendre. Mais ça ne défend pas du tout comme si on voit quelqu'un qui est en train de souffrir et qui montre sa souffrance. Vous pouvez mettre un sociologue, un écrivain, quelqu'un du secours catholique parler des SDF. S'il n'y a pas un SDF qui est là pour expliquer ce qui se passe dans sa chair, ça ne marche pas. C'est la même chose parler de la pauvreté, parler des prisons sans qu'il y ait un mec qui soit en train de vivre ce truc-là et qui explique ce qui se passe en prison. Voilà, alors là, il peut contrarier, voilà, si
un abruti de ces qui passent dans ces émissions de ces news là, qui sont complètement inconscients, qui font un mal mais affreux à l'humanité, qui pourraient dire ouais ils sont dans les prisons, ils ont la télé, ils ont ça, ils sont heureux, etc. S'il n'y a pas un mec, voilà, ces phrases perverses, elles peuvent être contestées par quelqu'un qui soit là, qui soit à côté, et qui dit non, 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 ce que tu dis, c'est idiot. Tu veux savoir ce qui se passe, exactement ce que je vis moi dans cette truc-là. Voilà. Voilà ce que l'humanité a besoin. Et tant qu'on reste sur le superficiel, c'est pour ça que ça s'est dégradé. C'est pour ça qu'ils ont pu parler des écarts de fulgurants ça fait 40 ans qu'ils ont commencé à dire les écarts sont en train de se faire entre riches et pauvres. Et puis ça s'est accentué. Oui, les écarts continuent de s'accentuer. Et les écarts continuent de s'accentuer. S'il n'y a pas quelqu'un qui est dans la souffrance de ces écarts qui sont en train de s'accentuer, s'il n'y a pas le peuple qui est là, parce qu'en fait c'est ça, c'est faire venir une partie du peuple, que les élites soient là, et même les narcissiques réacs qui sont invités dans ces émissions, qu'ils en fassent partie, ils ont leur place, il n'y a aucun problème. Mais s'ils sont dominants, s'ils sont qu'entre eux, c'est fini, l'humanité ne peut plus évoluer. Et c'est ce qui fait que l'humanité régresse, parce que ces émissions ne donnent pas la place au peuple, en réalité. Et donc ne voient pas les choses. Voilà. Et donc, bon, je suis désolé, je reprendrai, je vais arrêter là pour celle-ci, parce que il y a cette idée-là dans ce livre d'Albert Camus, de même si toutes les expériences donc, il ne recommande pas le crime, ce serait puéril, mais il restitue au remords son inutilité. Et ça, c'est grave. Parce que le remords, il est inclus dans le corps de l'être humain. Comme il est inclus sans doute chez les primates naturels de notre origine. C'est pas quelque chose qu'on peut se faire sauter comme ça. Il est majeur dans l'évolution de l'humanité, le remords. Il est fondamental dans toutes nos actions. C'est un des moteurs les plus importants de l'évolution. Et là, s'il veut, il parle pour lui, en fait. Albert Camus ne veut pas de remords, parce qu'il sait qu'il ne se comporte pas bien, sans doute, peut-être avec ses compagnes, etc., etc. Mais il ne veut pas de remords, il ne veut pas de reproches. Parce qu'en fait, il veut pouvoir vivre comme ça, sans reproche, et donc sans remords. Voilà. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Alors oui, bien sûr, il a réussi peut-être à vivre sous cette forme-là. Mais le remords, il faut juste l'étouffer, en fait. C'est tout ce qu'on parvient à faire. Voilà, on parvient juste à étouffer ce remords. Et je crois que c'est Sartre qui en parle justement de ça. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé pour vous, pour vos oreilles, pour vos... Voilà. Mais... Bon, et puis... et voilà. J'espère que votre esprit en tire quelques bénéfices. Merci en tout cas. Je vois que vous mettez de temps en temps des avis, etc. Et voilà, je vous remercie pour ça. En même temps, c'est une sorte de gratification. On sent qu'on travaille pour quelque chose. Voilà. Merci, à bientôt.